Alors, une des publications de la semaine, hein, c'était la publication des résultats annuels d'Elior. Alors, Elior, c'est vrai que quand j'ai vu la publication des résultats annuels le matin, alors le titre était en légère hausse, en préouverture, mais moi, quand j'ai vu la publication, tout de suite, ce qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que la dette avait pas tant diminué que ça, hein, parce que la dette avait bien diminué lors des résultats semestriels, et puis là, je m'attendais à ce qu'on ait vraiment une réduction de dette encore plus importante. Quand j'ai vu que la dette avait assez faiblement diminué, et puis que l'EBITDA me paraissait un peu faiblard, je me suis dit, oula, ça me paraît un peu juste. Mais par contre, c'est vrai qu'au premier abord, hein, alors j'ai pas creusé tout de suite, hein, mais au premier abord, je trouvais que la publication était un petit peu juste. Hein, et après, finalement, quand j'ai creusé le soir, eh bien, j'ai compris pourquoi le titre Elior a été aussi fortement sanctionné. Et en plus, selon moi, c'est plutôt assez justifié, même si là, maintenant, je trouve que la sanction est peut-être un peu trop sévère. Le titre perd 35%. Pour moi, ça méritait peut-être à moins 25%. Alors, je vais essayer de vous expliquer pour ça. Vous allez voir, c'est un peu... bon, je vais essayer un peu de rentrer dans le détail. Mais déjà, ce qu'il faut savoir avec un titre comme Elior, c'est que déjà, quand vous avez une société qui est endettée, eh bien, c'est déjà une société, on va dire que c'est une valeur un peu compliquée, puisque c'est vrai que les investisseurs, eux, vont se focaliser sur cette dette, sur le désendettement, sur le free cash flow. On sait que sur Elior, au niveau du résultat d'exploitation, du résultat net, de toute façon, tout ça c'est plombé par le coût de la dette. Donc c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut plutôt regarder sur ce genre de valeur l'évolution de la dette et aussi l'évolution du free cash flow. Et c'est là-dessus que le marché s'est focalisé. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé sur Elior. Ça peut se passer sur un autre titre qui est endetté. C'est pour ça que justement je vais rentrer un peu dans le détail. Mais en tout cas, Elior, voilà, c'est un secteur, enfin c'est déjà le secteur de la restauration, secteur de la restauration collective, pardon. On a de faibles marges. En plus, voilà, c'est un secteur qui fait pas, voilà, les marchés, les investisseurs préfèrent les sociétés sur des secteurs à de fortes marges. Là, on est sur un secteur à faible marge. En plus, on est sur une société endettée. On a des taux d'intérêt qui sont encore élevés. Et puis donc voilà, en tout cas, voilà. Quand vous voyez ça, c'est que la valeur, une valeur endettée, lorsqu'elle publie, eh bien, elle n'a pas intérêt à décevoir. On a pu le voir par exemple aussi avec Viridian, avec d'autres sociétés. Je vous dis, à chaque fois qu'une société est endettée et qu'elle publie, attention, puisque tout de suite, les investisseurs vont se focaliser sur l'évolution de la dette. Et si cette dette ne diminue pas ou diminue moins que prévu, eh bien, ça peut affoler tout le monde. Et puis là, pour le cas d'Elior, non seulement on a eu vraiment une déception au niveau du free cash flow, au niveau de réduction de la dette, et en plus, on a eu une grosse déception sur les perspectives, parce que c'est ça aussi, les investisseurs vont aussi se focaliser donc sur le futur, sur les perspectives, surtout sur une société endettée, parce qu'ils vont vouloir savoir, eh bien, voilà, à combien sera l'endettement sur le prochain exercice. Et là, Elior, c'est vraiment raté. C'est sur les perspectives annoncées, des perspectives, on va dire, un peu faiblardes au goût des investisseurs. Donc, je suis sur le communiqué donc d'Elior. Et Elior, donc, voilà, quand on regarde le communiqué, net redressement de la rentabilité. Donc, tout ça, ça paraît bien. Lorsqu'on regarde en détail, eh bien, on voit que l'EBITDA, alors ça, par contre, ça c'est vrai que la société, elle est en redressement. Ça, c'est indéniable. On voit que l'EBITDA est en forte progression. Il est quasiment multiplié par 3. Donc, désendettement accéléré, c'est là où, bof, on va voir, il y a eu un désendettement, c'est vrai. On a de la croissance organique à plus 5, donc ça, c'est bien. EBITDA en nette amélioration, ça, on l'a déjà dit, c'est plus haut. Plus 108. Alors là, voilà, il y a l'EBITDA ajusté. En plus, ils nous parlent justement, regardez, là, ils nous sortent leurs termes. Donc ça, quand on voit ça, c'est qu'en fait, ils sortent leur propre ratio financier. Donc ça, c'est toujours bof. Et puis là, par contre, voilà, la bonne nouvelle, c'était ça. Un retour à une génération positive de free cash flow à 215 millions. Et quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit 215 millions, mais je croyais que c'était... alors de mémoire, j'avais regardé, j'en avais parlé... il y a 1 ou 2 semaines, je crois qu'on était sur du 150 et là je me dis 215, ça me paraît un peu faiblard sur le deuxième semestre, le free cash flow. C'était là où j'ai eu quelques interrogations, mais j'ai pas eu le temps en fait d'aller voir puisque le titre après, un quart d'heure après, alors c'est voilà, ce genre de publication en plus ça nécessite un peu de temps pour voir un peu si c'est bon ou pas bon, parce qu'il faut regarder aussi les prévisions.
Mais en fait, en tous les cas, j'ai pas eu le temps d'aller voir dans le détail, puisqu'après le titre, donc il a ouvert quasiment flat ou un -2, et puis après, donc il a fait du -20, -25. Et puis aussi, c'est les perspectives, voilà, c'est ce que je disais, les perspectives. Donc là, de prime abord, on est sur des bonnes perspectives, parce qu'on est sur un chiffre d'affaires attendu en croissance organique entre +3 et +5, marge d'EBITDA à +3, donc on se dit, enfin, supérieur à +3, marge d'EBITDA ajustée, hein, par marge d'EBITDA, attention à faire la différence. Donc là, on est sur une marge d'EBITDA ajustée à 3%. Donc après, quand on voit les perspectives, c'est surtout après, il faut voir un peu qu'est-ce qui était attendu par le marché. Et c'est là où ça va coincer, puisque en cherchant, tout de suite, ce que j'ai vu, c'est que les analystes, en fait, s'attendaient donc à une croissance à +6%, et eux s'attendaient par contre à une marge d'EBITDA ajustée de 4%. Donc finalement, donc Elior nous annonce entre 3 et 5, donc ça nous fait finalement que 4. Donc ça nous donne pour l'année prochaine, ça nous donne un chiffre d'affaires comme ça, théorie, en se basant sur leurs objectifs. On est sur du... Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est pas grand-chose. Alors oui, c'est vrai. Mais surtout, ce qui fait mal, c'est la marge d'EBITDA, puisque là, ils nous annoncent du 4%. Et alors, j'ai vu sur les réseaux, pourtant, c'est quand même 3, c'est plus de 3, c'est pas mal. Oui, mais c'est vrai que ça fait... De prime abord, on passe de 3,2. Alors moi, j'ai dit, je considérais que c'était plus de 3, donc j'ai pris 3,2. Et finalement, quand on passe de 3,2, de 4 à 3,2, eh bien, c'est une révision pour les analystes. C'est un EBITDA qui est inférieur de 20%, 20% par rapport aux prévisions. Et derrière, quand vous avez un EBITDA, en fait, quand les analystes s'attendent à un niveau d'EBITDA X et finalement, on vous annonce un niveau d'EBITDA qui sera inférieur à 20% à vos calculs, et bien derrière, donc un EBITDA annoncé, enfin un EBITDA inférieur à 20%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le titre, finalement, on a une rentabilité qui sera inférieure à 20% et que la baisse théorique du titre doit être au moins de 20%. C'est pas plus compliqué que ça, entre guillemets, mais voilà, c'est ça qui a tout cassé, on va dire, sur le titre Elior, c'est qu'on a des prévisions inférieures aux attentes. De prime abord, on passe de 4 à 3,2, bon, c'est pas grand-chose, mais quand vous faites pas beaucoup de marge, eh bien, c'est vraiment énorme. Quand vous avez une marge d'EBITDA de 20% et que finalement, votre marge d'EBITDA est à 19, derrière, ça fait votre EBITDA est en très faible baisse. Mais là, quand on passe de 4 à 3, eh bien, c'est une marge d'EBITDA qui est inférieure de 20%. Donc, elle est sur le total de l'EBITDA. Et donc, ça veut dire que la baisse théorique du titre doit être au moins de 20%. Et c'est ce qui s'est passé sur le titre, le titre Elior. Donc ça, c'était pour la partie perspective. Donc c'est ça vraiment qui coince au niveau donc, de la publication. Et vous verrez, il n'y a pas que ça. Parce que finalement, on nous annonce un free cash flow sur l'année de 215. Donc c'est plutôt bien. Donc la société se désendette. Donc on avait un endettement financier qui s'est levé à 1270. Alors en recul de 8%, on nous parle d'un désendettement marqué. C'est pas non plus, c'est bien, ça va dans le bon sens, mais on n'est pas sur on n'est pas sur un recul de 20%. Au niveau de l'EBITDA, on est sur du 333 millions, donc ça c'est sur l'exercice 2024, d'accord? Mais quand on regarde les résultats semestriels, eh bien regardez, quand on regarde sur les résultats semestriels, là on avait un free cash flow donc 2024 de 215, à l'issue du premier semestre on était sur du 169, donc ça veut dire que sur le seul S2, le free cash flow n'a même pas été, même pas de 50 millions, puisque là c'est sur le S1, d'accord? Donc si on fait 215 moins 169, donc ça fait 46 millions de free cash flow sur le deuxième semestre. Et le marché, certes, on avait eu un FCF un peu exceptionnel sur le premier semestre, mais le marché s'attendait à un free cash flow sur le S2 qui soit au moins de 80-90 millions. Et c'est là aussi où il a été déçu, c'est que le free cash flow sur le deuxième semestre, là aussi, a été un peu faible, puisque c'est vrai que le Elior nous avait fait un peu rêveux sur un gros free cash flow sur le premier semestre. On peut se dire, tiens, sur le deuxième semestre, on aura peut-être un free cash flow au moins de 100 millions, voire plus. Eh ben non, en fait, ils ne font que 46 millions. Donc, free cash flow inférieur aux attentes. Donc, ça veut dire aussi, un désendettement qui est moins fort que prévu. Et là aussi, on voit que le désendettement, finalement, sur le deuxième semestre, il n'y en a quasiment pas eu, parce que donc on a généré, alors il y a eu un peu de trésorerie qui a été généré, mais que l'endettement financier, vous regardez, il est quasiment stable. Sur le deuxième semestre, on n'a quasiment pas eu de désendettement. C'est aussi ça, c'est l'autre élément négatif de cette publication, c'est que les résultats du deuxième semestre, ont été vraiment décevants, avec un free cash flow qui a été un peu décevant. Et derrière, on a une sanction supplémentaire. Au niveau de l'EBITDA aussi, c'est un peu décevant. On avait eu un EBITDA
sur le premier semestre de 189 millions. Là, on pouvait s'attendre, on pouvait se dire voilà, que la société est en redressement et que sur le deuxième semestre, on aura peut-être 200 millions. Bah non, finalement, sur l'année, on a 333 millions. Donc, ça veut dire qu'on a eu 150 millions d'EBITDA sur le deuxième semestre. Et là aussi, donc, on voit qu'au niveau du deuxième semestre, là aussi, sur le paramètre de l'EBITDA, eh bien, on a un EBITDA qui est moins bon au deuxième semestre qu'au premier semestre. On voit qu'au free cash flow est largement moins bon sur le deuxième semestre que sur le premier semestre. Et en plus, la société revoit à la baisse ses perspectives et tout ça va faire un cocktail détonnant et le titre va se faire massacrer de 35% en l'espace de 3 séances. Donc en résumé, eh bien, on a un S2, on va dire, un deuxième semestre décevant en termes de free cash flow, en termes d'EBITDA, en termes de réduction de dette. Et en plus, on a des perspectives qui sont inférieures aux prévisions des analystes. Donc derrière, le titre a perdu 35%. Alors bon, est-ce que c'est logique que le titre perde au moins 25%? Oui, je trouve que c'est logique, parce que en plus, il y avait beaucoup d'espoir sur le titre Elior. Le titre est surperformé, etc. les marchés. Et là, c'est vrai qu'on a un titre qui s'offre un gros rebond. Eh bien, il n'a pas intérêt à décevoir. Et quand on regarde donc le graphe, alors maintenant, est-ce que je suis à l'achat au niveau du fondamental? Non, parce que de toute façon, je sais pas que je suis à la, je suis pas. Moi, Elior, j'ai du mal à valoriser parce que je vous dis, il y a une forte dette. C'est un secteur compliqué, donc je peux pas être à l'achat au niveau du PER, au niveau des VE, RO, etc. Parce que ça, c'est des ratios qui n'ont pas lieu d'être pour l'instant pour le titre Elior. Alors après, on peut sur le free cash flow. La société donc était sur une capi autour des 700 millions, on a 1270 de dette, donc ça veut dire une valeur d'entreprise de 2 milliards. 2 milliards, on a free cash flow de 200, donc ça se paye sur un free cash flow autour des 8-9. Donc on peut regarder ce ratio, plutôt des 9-10, pourquoi pas, mais c'est quand même compliqué, je trouve, d'être à l'achat sur le titre Elior et puis d'avoir le titre comme ça pour du moyen terme. Mais par contre, je trouve que le titre est intéressant. Alors je trouve que la sanction, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu excessive, mais je pense que le titre finira par rebondir, mais qu'à court terme, je trouve qu'elle est plutôt justifiée. Justifiée à hauteur de 25-30. Là maintenant, on est peut-être allé un peu loin, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, faut pas trop regarder le fondamental, puisque là, tout a été, on va dire, pris qui a été pris en compte par les cours de bourse. Maintenant, ce qu'il faut regarder sur Elior, on a une déception. Certes, on a un free cash flow inférieur aux attentes, certes, on a quand même, après voilà, si on regarde un peu le verre, si on regarde le verre à moitié plein, on aura de la croissance en 2025, on aura une continuation du désendettement, on aura du free cash flow, donc la situation d'Elior va continuer de s'améliorer. Et donc c'est pour ça que je vais continuer de suivre le titre. Alors moi j'ai vraiment eu, j'ai viré le titre là, je crois une semaine avant, autour des 4,2, quelque chose comme ça. Non, c'est ici là, sur ce chandelier. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai sorti le titre. J'ai fait pas mal de, j'ai fait un beau, j'ai suivi tout. Alors j'ai pas fait un trade j'ai eu pas mal de titres en portefeuille, quasiment sur toute l'année 2024. Mais j'ai fait pas mal d'allers-retours dessus, etc. Et là, j'ai largué ma dernière ligne ici. Et là, je trouve que le titre, va devenir intéressant, puisque là, on arrive sur une grosse zone de support sur les. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que regardez, quand on a une telle baisse, ça sert à rien de se précipiter. Il faut toujours attendre que ça se calme sur le titre, que le titre se stabilise. Là, regardez, là, qui sont arrivés d'autres vendeurs. Après, le titre a été pas mal vadé, je pense. Parce que là, il y a quand même une bonne déception, faut le reconnaître. Et puis là, ce qui est intéressant par rapport au titre Elior, donc bon, on a une forte sanction. C'est plutôt logique, peut-être un peu excessif. Et là, on arrive sur un niveau de support. Donc ici, le plus bas, c'est combien? 2,65. Donc là, le titre a clôturé à 2,64 et on a vraiment pour moi une zone de support sur les 2,60, 2,65 à suivre de près. Donc je dis pas qu'il faut acheter sur le support, mais il faut voir un peu comment est-ce que le titre déjà va se stabiliser, c'est ça qui est important. Et puis idéalement, moi ce que j'aime bien, alors moi j'aime pas trop acheter sur support, surtout sur un titre comme ça qui vient d'être fortement sanctionné. Mais c'est vrai que moi ce que j'aime bien, c'est que le titre là se stabilise idéalement que le titre se stabilise sur ce support, et puis qu'après finalement, donc il dessine, on va dire un peu qu'il consolide un peu sur ces niveaux, et puis qu'après qu'il reparte un peu
à la hausse comme ça là donc ça consolide pendant 1 ou 2 semaines et puis qu'après qui repartent à la hausse pour en direction par exemple des 3 euros, on aura un petit rebond technique. Donc c'est plutôt ça que je vise sur Elior. Donc je n'ai pas de titre, mais ce que je vais attendre, c'est vraiment la réaction du titre sur le support, voir si le support tient, voir comment ça consolide, et si ça consolide et puis qu'après on a une petite sortie de congestion, et bien c'est à ce moment-là que je pourrais rentrer sur le titre Elior. Alors moi j'ai pas tradé le titre là, alors déjà je me suis souvenu qu'il y avait une grosse gamelle sur le titre Elior, alors je sais plus quand. Le titre avait été fort, c'était ici je crois, le titre avait été fortement sanctionné. Donc le marché, regardez, moins 23. Souvent le marché a de la mémoire, quand on a des fortes sanctions sur des titres comme ça qui publient. Et là, c'est vrai que quand j'ai vu le titre partir à moins 20, j'ai dit oh là là, le marché aime bien la massacrer celle-là. Ça n'a pas loupé. Donc de toute façon, voilà, j'ai eu de la chance parce que là j'ai tradé le titre. Je crois que j'ai fait 3,5, 3,41, 3,48. Et puis après, j'y ai pas retouché. Et puis là, je vais pas y retoucher de toute façon de sitôt. Par contre, je vais suivre le titre de près au cas où donc il se stabiliserait donc sur les 3,60, 2,60, 2,65 et puis que voilà, il venait à consolider et il venait à repartir à la hausse. Donc voilà mon petit truc sur on va dire ma petite analyse sur Elior.